Si j'augmente. Ça va mieux? Non, j'avais compris un peu. Ah! Donc, je commence comme ça ou je continue comme ça ou pas? Bon. Alors, donc, voilà, je me suis exprimée différemment. Et au départ, donc, comment est-ce que je me suis exprimée? En langue des signes. Oui. Et c'est quoi cette langue? C'est pour qui? C'est pour les sourds et malentendants. Oui. Et puis, Français. c'est une langue gestuelle. Pour communiquer. Ça peut aider pour les personnes autistes ou avec des handicaps différents aussi. Oui, donc ça on va le voir par la suite. Je vais vous en parler. Est-ce que c'est une langue universelle? Non. Oh là là. Alors, je vais y venir aussi. Donc, on va y aller tout doucement. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, n'oubliez pas, vous me la reposerez dans un petit instant. Je vous y répondrai, mais pas du tout. Donc, déjà, la langue des signes, bien sûr, c'est la langue des personnes sourdes. C'est pas nous, les entendants, qui l'avons inventée. Elle a toujours existé, elle a toujours été là. Et c'est leur langue. Une langue visuelle, donc qui fonctionne différemment des trois quarts, enfin, quasiment de toutes les langues auditives, en tout cas. Et bien sûr qui permet de s'exprimer, d'exprimer nos idées, nos sentiments, nos pensées, tout. Voilà. Donc ça aussi, je reviendrai un petit peu sur les a priori que parfois nous avons sur la langue des signes. Voilà, alors ensuite, comment je me suis exprimée? Sans le son. La voix très très Mouvement des lèvres. Oui. Les expressions du visage? Peut-être, ça je ne sais pas. Je ne les vois pas, peut-être, c'est possible. Là, je ne les calcule pas. En oralisant mais sans faire les sons. En oralisant mais sans faire les sons. Donc, et qui parle comme ça tous les jours, au quotidien? Les entendants. Nous tous par rapport aux malentendants. Exactement. Hein, donc c'est nous tous, les entendants, qui parlons comme ça pour les sourds. Les sourds profonds notamment. Hein. Voilà, donc c'est vrai que dès qu'ils vont, c'est leur quotidien, ils vont acheter du pain, ils se retrouvent face à quelqu'un. Ça donne un petit peu ça. Ils vont acheter le journal, pareillement. Ça donne ça. Voilà. Donc, vous avez pu vous rendre compte que lire sur les lèvres était quelque chose de très difficile, puisqu'a priori c'était très silencieux. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais en tous les cas, j'ai pas eu beaucoup de réponses quand j'ai posé des questions. Voilà, donc vous avez pu vous rendre compte du quotidien un petit peu de la personne sourde, à quel point c'est facile pour elle de vivre parmi nous. Voilà, alors que parfois il est simple de solutionner certaines petites choses, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, et ensuite, ben voilà, je m'exprime normalement. Donc tout ça pour dire que je vais vous parler ce soir, bien évidemment, des problèmes de la surdité, ce qu'est un petit peu la surdité, parce qu'on a souvent des idées, et puis des idées fausses sur la surdité, et puis de ce qu'est la langue des signes. Alors déjà, qu'est-ce que la surdité pour vous? Qu'est-ce que c'est? Une maladie. Une déficience sensorielle. Tout à fait. Oui. C'est une certaine sorte d'isolement. C'est aussi une sorte d'isolement. Oui, en tous les cas, elle mène à l'isolement, tout à fait. C'est un problème de communication. C'est un problème de communication, oui. Oui. Alors effectivement, la surdité, alors c'est pas effectivement ne rien entendre du tout, parce qu'il y a différents degrés de surdité. Globalement, on va dire qu'il y a 4 types de surdité. Vous savez qu'on mesure un petit peu l'audition avec des hertz et des décibels, et les décibels permettent de mesurer l'intensité du son. Donc en général, pour la surdité légère, c'est lorsqu'on a une perte de moins 20 à 40% de décibels. Là, globalement, on comprend les conversations, on n'a pas besoin d'être appareillé, mais en réalité, tout ne passe pas. On n'en a pas forcément conscience, mais tout ne passe pas. Ensuite, vous avez la surdité moyenne. Là, il y a une perte de moins 40 à moins 70% de décibels. Là, on est obligé d'être appareillé. La surdité sévère,
il y a une perte de moins 70 à moins 90% décibels. Et bien sûr, au-delà de 90 décibels de cette perte, c'est la surdité profonde. Voilà. En sachant que, bon, et ça je vais y revenir aussi par la suite, hein, que parfois, sur certaines personnes, les appareillages ne fonctionnent pas, ne marchent pas du tout. Donc comment faire parfois? Voilà. Donc la surdité, c'est effectivement avoir une déficience auditive, avant toute chose. Et on sait effectivement que lorsqu'on a une déficience auditive, toutes les personnes qui sont touchées par ce problème-là ont tendance à s'isoler parce qu'elles ne comprennent plus. C'est la raison pour laquelle je dis que finalement, la surdité, c'est à la fois un handicap auditif, oui, mais surtout un handicap de la communication. Parce que quand on ne comprend plus, on s'isole. Alors, mon but un petit peu, c'est de vous mettre en situation, c'est-à-dire d'imaginer et de vous dire si un jour j'étais sourd, ou si un jour je devenais sourd. Voilà. Essayez un petit peu de vous mettre dans cette peau, d'imaginer la situation. Qu'est-ce que ça peut engendrer, comment résoudre certaines choses, etc. Un renfermement. Pardon? Un renfermement, il fait quoi même? C'est possible. Mais après, justement, il y a aussi des possibilités de continuer à avoir une sociabilisation. C'est possible. Et notamment, la langue des signes va le permettre. Donc, parmi vous, si j'ai imaginé également que vous ayez parmi vous des, je sais pas, des collègues, des amis qui soient sourds, comment est-ce que vous chercheriez à l'interpeller? Vous voulez rentrer en communication avec lui, il est loin, comment pourriez-vous faire? Comment, en tous les cas, attirer leur attention, attirer l'attention des personnes sourdes? Tapote sur l'épaule. Alors, taper sur l'épaule, si on n'est pas très loin, effectivement, ou faire le système de relais, c'est-à-dire, tiens, tu vas l'appeler, hop. Faire de grands gestes, ça c'est évident, ça on le fait tous déjà nous-mêmes. Et puis, la lumière. Alors la lumière, il est vrai que lorsque l'on est dans des réunions entre sourds et que on veut attirer l'attention du public, puisque de la même façon que nous les entendants, ça tchatche de tous les côtés, les sourds c'est pareil, ça signe de tous les côtés. Voilà, donc on veut attirer leur attention, on va appuyer sur la lumière, l'éteindre, bon je ne sais pas si là ça peut fonctionner, on l'allume, on éteint, on allume, on éteint. Là, les sourds sont tout de suite au courant que quelque chose est en train de se passer. Ça attire leur attention et on peut commencer ensuite à discuter ou à ouvrir un débat ou autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quoi les sourds sont-ils encore très réceptifs? Écrire. Alors je reviendrai au problème de l'écriture. Les vibrations. Les vibrations. Ça, oui. Alors les vibrations, de la même façon, lorsqu'on est tous à des réunions, avec des tables, ou au restaurant, ou n'importe quoi, et que quelqu'un veut parler, veut s'exprimer, hop, un grand coup sur la table, et bon, nous on y est moins réceptifs, mais les sourds sont très réceptifs aux vibrations. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Et bien sûr, lorsqu'on a affaire à une personne sourde, quel que soit son degré de surdité, toujours lui parler en face. D'accord? Pourquoi? Pour voir les lettres. Bien sûr, bien sûr. C'est parce que toutes les personnes sourdes, quel que soit leur degré de surdité, lisent sur nos lèvres. Ça c'est inné, c'est naturel chez elles. Elles utilisent nos lèvres. Donc à partir de l'instant, hop, on a le dos tourné, la communication est interrompue. Même si elles sont appareillées et même si elles ont une très bonne récupération auditive. La communication est rompue. Hein? Pour de la même façon, lorsque je parle avec ma main comme ça, devant la bouche, c'est fini. Il n'y a plus de communication. Ensuite, je voulais vous demander, alors déjà parmi vous, est-ce que certains souffrent d'acouphènes? Ah, quand même. Bon, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que les acouphènes? Oui? C'est un bruit continu qui peut être variable suivant les moments, aussi bien en amplitude qu'en fréquence. Oui. Moi, personnellement, ça m'est arrivé après une intervention chirurgicale. Oui, oui, ça peut. Apparemment, c'est suite au mode d'anesthésie. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord.
D'accord. Oui. Et suite à ces acouphènes, j'ai eu une perte d'audition et des vertiges. Mhm. Qu'on m'a dit, ah ben, c'est des malaises de Ménière, mais bon. Oui, ça doit être l'oreille moyenne qui est touchée. Mais donc j'ai eu. Ça s'est tout déroulé dans un espace de 1 mois à 2 mois après l'intervention chirurgicale, avec des vertiges répétitifs tous les jours à la même heure, de la même intensité pendant 1 mois. D'accord. À la même heure en plus. Oui. D'accord. À 11h pile, parfois. Et ça durait combien de temps à peu près? Ah ben des fois, disons que ça durait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Oui. Alors, les acouphènes, est-ce que tu peux nous les expliquer, Françoise? Tu me regardes pas? Oui, parce que j'ai les éclairages. Les miens, ils sont en train de s'installer. Ouais, j'ai Ah. une perte auditive depuis quelques années, mais qui descend doucement. Je dois être à moins 30 selon l'oreille et les moments. Et les acouphènes sont en train d'arriver. Les médecins me demandent chaque fois si j'en ai. Je réponds que non, et là je commence à en avoir. C'est la même chose pour moi que je disais après une soirée, un concert, quand on a les oreilles qui sifflent, un bruit qui persiste alors qu'il n'y a plus de bruit. Je le comparerais à ça. C'est un bruit qui apparaît alors qu'il n'y a aucune raison, alors qu'il n'y a pas de bruit, quoi. Sifflement, bourdonnement pour l'instant. Mais pas en continu et pas régulièrement encore. Mais je sais ce que c'est qu'un acouphène, alors que je ne savais pas ce que c'était. Mhm. Est-ce que d'autres peuvent encore nous l'expliquer? Oui. Moi, je peux vous dire, je profite pour ça. Alors, parce que quand je vais au lit le soir, et des fois j'ai des bouchons dans les oreilles, Mhm. je me suis fait opérer 2 fois pour faire mon métier de musicien. Et puis, quelques fois pour l'opération, j'ai des bouchons et ça me provoque des acouphènes comme ça. Ça comme un battement de cœur et comme de l'air qui se faufile dans les oreilles, l'entrée jusqu'à la sortie. Ça provoque des bruits, des sifflements aussi, Oui. et puis des bourdonnages. C'est insupportable. Toute la nuit, vous ne dormez pas à cause de ça. La nuit, tellement que le lendemain matin, ça vous donne envie d'aller vous faire consulter par le médecin qui vous a opéré, par exemple, et vous nettoyer les oreilles. Après, pendant 1 ou 2 mois, Mhm. c'est nettoyé. Même ça marche pendant 1 an ou 2. Et puis après, ça recommence et il faut le faire chaque année. Chaque année après l'opération. Sinon, ça devient Tout à fait. insupportable. Et c'est vous vrai dormez pas. que... Comment? Et vous dormez pas? Oui, oui, je Une fois, sais. j'ai éveillé jusqu'à Ça 3 peut heures arriver. du matin. Mm. Puis, Ça peut arriver. Donc effectivement, les acouphènes, c'est différent en fonction des personnes, c'est plus ou moins intense. Donc c'est effectivement des bourdonnements dans l'oreille, un sifflement continu, qui parfois peut aller en s'accentuant, parfois disparaître. Il n'y a pas de vrai remède aujourd'hui, on le sait. Et bon, il y a des médicaments qui soulagent, mais qui ne solutionnent pas du tout les acouphènes en réalité. Et les 3/4 des personnes sourdes souffrent d'acouphènes, effectivement. Voilà, donc on sait que les acouphènes, c'est quelque chose de très fatigant, qui demande beaucoup de concentration. Et donc, voilà, beaucoup de personnes en souffrent et ce n'est pas évident de vivre avec. Pour ensuite, vous parler un petit peu... Ah oui, je voulais vous demander, donc par rapport aux personnes sourdes, pour avoir un petit peu vos différents avis, est-ce que vous pensez qu'une personne sourde peut parler? Oui. Là, c'est clair pour tout le monde. Voilà, parce que ça n'est pas toujours. Et il est évident que les 3/4 des personnes sourdes parlent. Hein, il n'y a rien à voir normalement entre la surdité et l'autisme. Voilà, le fait d'être muet. Il est évident par contre que lorsque l'on est sourd profond, c'est souvent très compliqué de parvenir à bien parler et à bien se faire comprendre. Voilà. Mais sinon, c'est le rôle de toute façon des orthophonistes. Tout le monde sait ce qu'est un orthophoniste. Hein? Donc un orthophoniste, ça sert à quoi? écoutez les oreilles. Non, pas l'orthophoniste. Pour parler. C'est la parole, rééducation de la parole, tout à fait. Hein, donc,
Et pour les personnes sourdes, ils leur apprennent également à moduler la voix, etc., etc. Donc à bien parler, bien prononcer, à placer également leur langue, parce que à utiliser leur souffle, plein de choses que nous, nous faisons naturellement, mais que pour les personnes, pour les enfants sourds, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Donc bien sûr, les personnes sourdes parlent. Certaines préfèrent bien sûr la langue des signes, donc ne plus parler, parce qu'elles ont compris que parler, finalement, c'était leur défaveur pour elles, parce qu'on ne les comprenait pas. On les faisait répéter, on ne les comprenait toujours pas. Bon, à force et à force, elles finissent effectivement par un petit peu laisser tomber. Hein. Alors, maintenant je reviens un petit peu à la LSF, la langue des signes française. Donc tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Alors, vous pouvez me la reposer. Est-ce que la langue des signes est universelle? Est-ce que la langue des signes est universelle? Non, la langue des signes n'est pas universelle. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle on dit langue des signes française. Chaque pays a sa langue. Alors pourquoi? Alors effectivement, beaucoup nous disent, mais c'est complètement absurde, etc., que la langue des signes ne soit pas universelle. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi n'est-elle pas en fait universelle, à votre avis? Parce que c'est une langue, oui. Et puis elle est quand même passée par rapport à la langue parlée, au niveau des lèvres, des expressions. Non. 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 C'est culturel. Non, pas du tout. Au niveau du langage parlé, pas du tout. Non. Certaines signes peuvent vouloir dire l'inverse selon les pays. Oui, oui. Bien sûr, c'est culturel. Alors, il est évident que c'est une langue. Ça veut dire quoi que c'est une langue? Structuré. C'est une histoire? Oui, bien sûr, c'est aussi structuré. En réalité, une langue, c'est propre bien sûr à un pays. Ça correspond à une culture, ça correspond à une façon de penser, à une façon de percevoir les choses. Et de la même façon, chaque pays, en fait, va avoir un paysage différent. C'est-à-dire que nos maisons ne seront pas les mêmes que celles que nous allons trouver au Japon, en Afrique ou je ne sais où. De la même façon, la végétation, les paysages ne seront pas les mêmes, les animaux ne seront pas les mêmes. Donc nos signes ne peuvent pas être pareils. Voilà. Ça reviendrait à dire, c'est exactement, nous, que si on nous imposait une langue. Voilà, pourquoi pas simplifier les choses? On va tous parler dans le monde la même langue. En même temps, on se révolterait un petit peu, parce que je crois que quelque part, on aime bien notre langue. Chez les sourds, c'est pareil. Donc, alors bien sûr, on a pensé à une langue internationale qui existe, mais qui reste malgré tout très rudimentaire. Après, la langue des signes, chaque pays a sa langue. C'est vraiment propre à une culture, propre à une façon de penser. Par contre, il est vrai que lorsque l'on va en Inde, en Afrique ou n'importe où, partout où l'on va dans le monde, très rapidement, on se comprend entre sourds. Alors pourquoi, selon vous? Pourquoi est-ce qu'on se comprend si rapidement? C'est gestuel. La gestuelle, c'est vrai. Non, pas forcément, pas au niveau du vocabulaire. Non. Structure, oui, je vais y revenir. C'est visuel. Elle est visuelle, bien sûr, donc gestuelle. Il y a ça. C'est quoi ça? Les expressions du visage, bien sûr, qui sont fondamentales, qui nous donnent tout de suite en fait le contexte, c'est-à-dire si on est joyeux, si on est triste, bon, etc., etc. Donc, les expressions du visage, qui représentent environ entre 50 et 90% en fait, du message qui est transmis pour la compréhension, sont donc fondamentales. Elles correspondent, on va dire, c'est ce que l'on dit, en fait, à l'intonation de notre voix. Quand on est en colère, on va crier, etc. Voilà, ça correspond un petit peu à l'intonation de notre voix. Donc ça, c'est fondamental. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que par contre, c'est la grammaire de la langue des signes qui est la même pour tous. Et cette grammaire, bien sûr, elle est dans l'espace pour nous. Elle est dans l'espace. Globalement, on va signer dans une petite télé. Voilà. Donc tout ce qui est là, qu'est-ce que ça va représenter? Le sol, logique. Là, le ciel, etc., etc. Donc ça reste logique. Et au niveau du sol, nous, on a une petite pièce, une petite scène. Une scène de théâtre. Et sur cette scène, eh bien, on va placer notre décor. C'est-à-dire qu'on va placer d'abord tous les objets fixes.
Par exemple, là je vais mettre une maison, là je vais mettre un arbre, là une route, allez, ou un chemin, je ne sais pas. Une fois que j'ai posé ces objets fixes, je vais faire vivre mes petits personnages. Donc très rapidement, bon, ici on va assigner maison comme ça, retenez parce que tout à l'heure je vais vous interroger. Hein. Maison. Maison, pour nous, ça sera ça. Mais par exemple pour d'autres, alors je vais inventer, hein, je ne sais pas du tout, ça va être ça. L'arbre, pour nous, ça va être ça. Pour d'autres, allez, on va dire que ça va être ça. C'est complètement faux, hein, je ne connais pas les autres langues. Une fois qu'on a échangé, entre sourds, on est habitué à échanger très rapidement notre vocabulaire. Une fois qu'on a compris, c'est très simple. Donc très rapidement, on parvient à se comprendre, à communiquer, à avoir une véritable communication entre sourds. Alors que si on va, je ne sais pas, moi, en Chine, au Japon, avec un petit dictionnaire, même si on a un peu étudié la langue, eh ben, c'est pas toujours très facile de pouvoir s'exprimer à l'oral, hein, dans les langues auditives, de pouvoir s'exprimer facilement. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle la langue des signes n'est pas universelle. Ensuite, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez que la langue des signes est officialisée depuis 2005 seulement? D'abord, L'abbé de l'épée. Oui. Qui a fait l'école. Oui, alors je parlerai bien sûr de l'histoire des sourds parce qu'elle est un petit peu particulière, sans rentrer complètement dans les détails, mais j'en parlerai. Mais au niveau de... Avant 2005, on disait langage des signes. D'ailleurs, nous, on le dit toujours, je l'entends toujours autour de moi. Par contre, les nouvelles générations, c'est-à-dire les petits qui sont en primaire, aujourd'hui, je commence à les entendre dire langue des signes. Comme quoi, les mentalités sont en train de changer. Donc, la langue des signes est reconnue donc, par les linguistes, etc., comme langue depuis février 2005, avec la loi sur l'égalité des chances pour les citoyens et pour les personnes handicapées. Oui, l'égalité des chances et des droits. Auparavant, donc, on disait langage. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la différence entre langage et langue? Le langage, je dirais que c'est la façon de parler. Alors oui, nous, on l'entend comme ça bien souvent. Mais avant ça... Pour moi, le langage, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de structure, c'est un code, quoi, pour ainsi dire. Les bébés, par exemple. C'est-à-dire les bébés? Ben, les bébés, par exemple, facilement, ils ne vont pas avoir une éducation qui fait qu'ils vont avoir appris la langue. Donc, ils vont avoir une expression qui est sur le langage, comme ça va être aussi bien sur le visage que des gestes qu'ils vont juste avoir vus sans que ce soit plus enrichi, plus structuré. Tout à fait. Alors, le langage, d'une part, ce n'est pas propre à l'être humain. Les animaux ont un langage. Peut-être que les plantes aussi. Donc, en tous les cas, ce n'est pas propre à l'être humain. Le langage, c'est un moyen de communication. Et ce moyen de communication sert à transmettre une information, quel que soit le moyen. Ça peut être par des gestes, ça peut être par des sons, ça peut être par des couleurs, ça peut être par plein de choses. En revanche, la langue est propre à l'être humain, qu'elle soit gestuelle ou qu'elle soit auditive, enfin orale, quoi. Ça, la langue, effectivement, est propre à l'être humain. Et la langue, les caractéristiques de la langue, c'est qu'effectivement, une langue s'acquiert. Le langage est inné et la langue, elle s'acquiert. On ne peut pas deviner comme ça une langue si on ne la connaît pas. Il y a du vocabulaire, il y a une syntaxe. La syntaxe, c'est un peu ce qui va comment on ordonne en fait les mots dans une phrase, hein, pour constituer une phrase, l'ordre des mots dans une phrase. Donc il y a la conjugaison, il y a la grammaire, il y a le vocabulaire, il y a toutes ces choses. Et la langue des signes, bien sûr, répond à ces critères. Voilà. Donc la langue des signes, depuis 2005, et on se bat pour ça aussi, est reconnue comme langue au même titre que l'allemand, l'anglais, etc. etc. Ça s'enseigne. Pardon? Ça s'enseigne dans l'école? Oui, elle s'enseigne à l'école. Voilà, depuis peu. Puisque depuis 2005, en fait, l'objectif, c'était que n'importe quel élève
puissent passer l'option langue des signes aux examens et aux concours. Ça a été mis en place depuis 2008. Ça s'enseigne, c'est pas encore évident, c'est essentiellement dans les lycées privés, ici. Il y a encore peu d'établissements publics en fait, qui l'enseignent, mais elle existe. Voilà. Pour vous parler ensuite, oui, je veux, pour revenir également à la langue des signes, c'est-à-dire parfois on me dit, mais ça sert à quoi de l'apprendre? Moi, je ne suis pas sourd, j'ai personne autour de moi qui est sourd, ça sert à quoi? Alors bien sûr, elle sert avant tout à communiquer avec les personnes sourdes, ça va de soi. Mais aujourd'hui, on l'utilise dans quantité d'autres domaines. Alors, est-ce que vous avez des idées à ce propos? Avec les enfants. Avec les enfants, c'est-à-dire, tout à fait. Quand ils sont petits, on peut leur montrer le geste, par exemple pour manger ou pour boire de l'eau. Et on fait le geste et l'enfant comprend quand il a besoin, il fait ce geste et le parent lui donne, ça diminue les crises. Absolument. Donc on s'en sert de plus en plus avec les petits, donc les petits entendants, hein, y compris, voilà, avant l'acquisition du langage. L'acquisition du langage, en moyenne, c'est quel âge? Entre 2 et 3, en moyenne, on va dire 2 ans. C'est quand même long, finalement. Et pendant 2 ans, on a parfois du mal à s'exprimer. Alors de plus en plus, on passe par la langue des signes, parce qu'un bébé commence à signer dès l'âge de 6 mois. Alors bien sûr, hein, quand il est petit, il est comme nous quand on commence à prononcer les premiers mots, c'est complètement déformé, voilà. Mais lui, ses signes sont déformés, mais en tous les cas, il commence à signer. Donc bien sûr, ça va aller de mieux en mieux, ces signes. Et on va le comprendre de mieux en mieux. Donc effectivement, ça va faciliter une communication avec les parents. Ça va éviter des pleurs, des caprices parfois aussi. C'est-à-dire que si l'enfant, par exemple, a oublié son doudou chez la nounou, il sera capable de nous dire « mon doudou, je l'ai perdu, je l'ai oublié ». Puis par la suite, il pourra même nous dire, peut-être, s'il s'en souvient, qu'il était peut-être caché sous le lit ou je ne sais où. Voilà. Donc c'est pareil, s'il a mal quelque part, il peut l'exprimer. S'il a faim, s'il a soif. Alors qu'autrement, le bébé ne s'exprime que par des pleurs et que les parents ne comprennent pas toujours. Donc c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on forme de plus en plus les assistantes maternelles à la langue des signes. On les forme soit pour travailler avec des enfants entendants, et notamment d'ailleurs parfois pour éviter le bruit, par exemple pour dire bravo. Donc nous, quand on dit bravo, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça c'est les sourds. Mais nous, on applaudit. Voilà. Et quand il y a plein d'enfants et que parfois ça crie, etc., on leur apprend à lever les mains. Voilà. Donc ça, bien sûr, chez les sourds, ça c'est bravo. Des tas de petites choses comme ça. Donc ça pour les assistantes maternelles, ça leur permet de communiquer avec des enfants entendants à travers les signes, de leur apprendre. Ça leur permet également d'accueillir un enfant sourd, ou bien parfois d'accueillir un enfant entendant, mais dont les parents sont sourds. Donc ça permet par exemple aux parents, en fin de journée, de leur raconter la journée de leur petit. Voilà, de pouvoir s'exprimer, il a pleuré pour telle et telle raison, ne vous inquiétez pas, de les rassurer aussi, et toutes ces raisons. Ensuite, pour quelles raisons encore utilise-t-on la langue des signes aujourd'hui? Les autistes. Oui. Donc, pareil, tout à l'heure, on a parlé de dyslexie. Hein, donc, de plus en plus, on utilise la langue des signes pour les enfants, enfin pour les autistes, certains cas d'autisme en tous les cas, comme avec la dyslexie. Alors, au niveau de la dyslexie, c'est uniquement parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a tous une mémoire différente et que certains vont avoir une mémoire auditive et d'autres vont avoir plutôt une mémoire visuelle. Et les dyslexiques utilisent plutôt cette mémoire visuelle. Donc ça peut effectivement les aider à mieux comprendre, les situations, les choses tout simplement. Pour le cas des autistes, effectivement de plus en plus on passe par la langue des signes, tout simplement parce qu'elle est une autre façon de communiquer. Donc bon, il y a tout un travail, hein, ce n'est pas simple, mais en tous les cas, elle transmet souvent chez les enfants ou personnes adultes des émotions
des sentiments qu'ils ne captent pas, en fait, avec la voix, tout simplement. Voilà, donc ça peut être par le toucher, ça peut être par la gestuelle, ça peut être... En tous les cas, ils sont toujours attentifs à la langue des signes. Et bien souvent, donc, il y a des répercussions positives sur eux, sur leur comportement. Après, il y a encore d'autres choses. À quoi sert encore la langue des signes? Les personnes âgées aussi. Les personnes âgées, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on devient sourd, ça c'est vrai. Je confirme. Et puis, alors on perd la vue, on perd l'audition, et puis qu'est-ce qu'on perd encore avec l'âge? La mémoire. Donc là encore, ça va aider un petit peu certaines personnes, je ne dis pas à tout le monde, hein, certains cas d'Alzheimer, tout simplement parce que l'image, en fait, puisque quand même la langue des signes est une langue visuelle, donc qui travaille beaucoup avec la gestuelle, avec les images, l'image va parler, va leur donner du sens là où le mot ne signifie plus rien. C'est-à-dire qu'on peut leur parler, on peut leur dire, allez, c'est l'heure de manger maintenant, l'heure, on ne sait plus, manger, on ne sait plus, alors qu'en fait, il suffit d'associer, on continue à parler, il n'y a pas de problème, mais on va continuer à associer un geste précis, un geste pourvu de sens, c'est l'heure, on va manger, venez, etc. Et la personne reste en fait dans la communication et la compréhension beaucoup plus longtemps. Voilà, donc chez certaines personnes ça fonctionne bien, d'autres ça dépend bien sûr des cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Avec les personnes, bien sûr, quand on perd l'audition, de la même façon, l'idéal ce serait d'utiliser la gestuelle. Parce que quand on perd l'audition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'isole. On ne comprend pas ce qu'on ne comprend plus. Voilà. De la même façon, je reviens quand même un petit peu là-dessus, il est vrai que dans notre association, nous avons beaucoup de personnes sourdes ou malentendantes ou qui ont une surdité évolutive qui viennent nous voir par la suite, qui ont reçu une culture entendante, qui savent très bien parler et qui viennent parce que justement elles s'évoluent de plus en plus. Et que la langue des signes va leur permettre une sociabilisation, de continuer d'avoir une vraie sociabilisation. Avec elle, on ne va pas forcément faire de la vraie langue des signes, de la LSF pure, mais ce qu'on appelle du français signé. C'est-à-dire qu'on va continuer à parler de la même façon, mais en signant. Et tous les mots en fait qu'elles ne comprennent pas vont être rattrapés en fait par le signe. Voilà. Et donc là c'est pareil, ça leur permet de continuer à avoir une véritable vie sociale et donc d'être bien, quoi, parce que c'est important. Si vous avez des questions, entre-temps, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis là pour vous répondre. À ce stade, j'en ai une. Quelle est la différence donc entre la langue des signes française et le français signé? Est-ce qu'il y en a une? Oui, bien sûr. Oui, alors oui, je reviens tout à fait. En fait, le français signé suit notre syntaxe. Nous, quand nous parlons, nous utilisons globalement sujet, verbe, complément. La langue des signes, et c'est là où on se rend compte en fait, que ça correspond vraiment à une perception des choses qui est très différente de la nôtre que d'être sourd. On ne voit pas les choses, on ne les perçoit pas du tout de la même façon. Elle est visuelle, c'est-à-dire en fait d'emblée, qu'est-ce que je vois ici? Voilà. Et la structure du coup, la syntaxe de la LSF ne va pas du tout être la même, elle est complètement inversée. C'est simple, elle est opposée. Bon, pour vous donner des phrases simples, globalement, même s'il y a différentes façons de s'exprimer à l'oral, comme il y en a différentes aussi en signant, mais globalement on va dire je vais à la mer cet après-midi. En langue des signes, cet après-midi à la mer je vais. Voilà. Donc tout est différent. Les informations capitales doivent passer en priorité. En priorité dans cette syntaxe, en fait, on va placer le décor. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une petite scène de théâtre. Et en général, quand on va au théâtre, en tous les cas dans le théâtre classique, et que le rideau s'ouvre, et bien qu'est-ce qu'on voit? Avant le personnage, normalement, c'est le décor. Tout ce qui est fixe. Voilà. Donc, pour la personne sourde, bon, la temporalité est fondamentale, donc on la place souvent au départ. Mais le lieu, on place le lieu. Dans quel contexte sommes-nous? On est dans une ville, on est dans une salle de classe, on est à la mer, on est à la campagne.
d'emblée, on sait où nous sommes. Et après, il va y avoir plein d'autres choses, quantité de choses. Mais globalement, tout est inversé. Et ça, c'est le plus difficile pour nous qui sommes entendants lorsqu'on apprend la langue des signes. Alors ceci dit, hein, c'est en même temps, même si on fait du français signé, les sourds nous comprendront. Donc pour eux, c'est tellement important en fait que l'on puisse communiquer avec eux, bon, et puis ils sont habitués déjà, même quand on ne signe pas du tout, à essayer de comprendre. Alors, c'est vraiment secondaire. Voilà. Donc la syntaxe n'est pas du tout la même. Dans certaines professions où il y a beaucoup de bruit, on fait beaucoup de signes, sur les porte-avions ou sur... Est-ce que c'est tout à fait différent du langage des... Oui, je crois. Alors, je ne peux pas le certifier parce que là-dedans, je ne m'y connais pas suffisamment, mais je sais que par contre, sans qu'il y ait du bruit en plongée, il n'y en a pas du tout, je sais que les signes sont différents. À part quelques-uns, très peu, qui sont similaires, les signes sont différents. Quelque part, c'est dommage, mais... C'est quand même lié un peu à l'activité aussi. Oui, oui, certainement. Mais après, je pense qu'il doit y avoir des signes en commun, donc ça, il faudrait faire toute une étude là-dessus, et ça, je ne m'y connais pas assez. Hein. Mais oui, bien sûr, on utilise des codes. On utilise des codes, mais qui ne sont pas aujourd'hui, à part peut-être quelques-uns, qui ne sont pas propres à la langue des signes. Oui. Bien sûr que dans le premier, on peut rester sourd. Oui. C'était sur le langage des signes pour les enfants. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque de retard à l'acquisition du langage. Et est-ce que des études étaient mises en place pour voir un petit peu l'évolution ou alors au contraire l'acquisition de facultés Alors, je vais en parler. Déjà, je réponds donc à madame. Donc la question c'était... C'est parti. Pour d'entendre du bruit, oui. Pas le marteau de cœur, tout ça, on peut rester sourd. Oui, on peut devenir sourd, bien sûr. Avec des bruits très, très intenses, même lorsqu'on va en boîte ou à côté des amplis, on peut devenir sourd. On peut retrouver l'audition comme on peut la perdre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis, et si demain je devenais sourd? Parce que ça peut arriver, hein, ou de perdre seulement ouf une oreille, mais ça arrive aussi. Hein. Et c'est très déstabilisant. Hein, il n'y a pas, tous les cas sont différents, ça peut être aussi génétique, ça peut être suite à une intervention chirurgicale, oui c'est vrai, suite à une maladie, suite à des médicaments, suite à des bruits intenses, suite à un traumatisme quelconque. C'est... Voilà, là il n'y a pas de solution. De la même façon qu'il y a des familles de sourds, donc que des sourds, avec de temps en temps un entendant, ou bien des couples, hein, des parents sourds avec des enfants entendants. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Alors pour revenir là-dessus, le problème c'est quoi? C'est de savoir que par exemple, si on apprend un enfant à signer, très jeune, s'il n'aura pas du retard dans son langage oral, c'est ça? À parler, pas du tout. Pas du tout. Alors là-dessus, je confirme. Déjà, je veux revenir sur des idées. Donc je vais revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on implante de plus en plus. Donc je vais revenir un petit peu, on va parler des types d'appareillage. On implante dès l'âge de 6 mois un enfant. Et parfois, je dis bien parfois parce que quand même les choses ont changé, ont évolué, heureusement, mais parfois on leur dit, donc on passe par le LPC. Le LPC, c'est langage parlé complété. C'est un code pour le coup, ça c'est un langage. C'est un code, c'est-à-dire c'est des formes de la main, il y en a 40, qui vont se situer autour du visage pour permettre à l'enfant sourd de faciliter notre lecture labiale. Parce que par exemple, je vous donne quelques exemples, si je dis, alors je vais dire 3 mots. Est-ce que quelqu'un a compris? Non. Pas mal. Viens, tiens, viens, un truc comme ça. Il y en avait, c'était pas mal. Alors tout ça pour vous dire, alors et c'était le pain et vin. Que en fait au niveau de la lecture labiale, l'enfant ne peut pas déchiffrer. Hein, c'est ce qu'on appelle les sosilabiaux. C'est compliqué pour lui. Donc à partir d'un code que je l'ai appris, je l'ai su, mais je ne le connais pas parce que je ne le pratique pas, bon j'invente. On va dire que ça c'est le M, par exemple pour mouton, et ça sera le B pour bouton. L'enfant tout de suite va savoir. D'accord? Donc quand il fait des dictées, c'est facile, c'est plus facile.
Donc aujourd'hui, tout ça pour dire, oui, qu'on implante de plus en plus, et que souvent, on a tendance à dire il vaut mieux qu'il passe par le LPC parce que s'il signe, il ne parlera pas. Je confirme que tout enfant sourd, même né avec une surdité profonde, sur qui aucun appareillage ne fonctionne, veut un jour parler. Et que d'ailleurs, le jour où il prend conscience que parler ne lui sert à rien, sinon c'est qu'à être difficile et finalement se rendre compte qu'on ne le comprend pas, c'est très frustrant. Voilà, donc, qu'on soit entendant ou sourd, on veut parler. Après, ça dépend du rythme de chaque enfant. Mais lorsque l'on signe avec les bébés entendants, on parle en même temps. Donc, ils font les bruits en même temps. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour la vache, donc on fait le signe, etc. On lui dit que c'est la vache. Ils font tout pareil. Ils vont tout répéter. Voilà. Mais il retiendra très bien le signe. La vache, il n'oubliera pas. Les animaux, ça rentre parfaitement. C'est extraordinaire. Et c'est normal, on est tous fascinés par les animaux, quand même. Et etc., etc. Le chien, waf, waf. Et bien c'est pareil, il va nous faire le chien, waf. C'est pareil. Et l'enfant parlera de la même façon. Non, il n'y a aucune inquiétude là-dessus, je rassure. Si l'enfant, entendant, tarde à parler, c'est parce que c'est son rythme. Et c'est tout. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais vous dire quand même 2-3 choses aussi qui, pour moi, sont importantes. Ça, je l'ai dit. Ah oui, il faut un petit peu que je vous parle de l'histoire des sourds. Oui. C'est compliqué, il y a tellement de choses à dire. Sur l'écriture, tout à l'heure, tu m'as parlé de l'écriture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a encore parmi les sourds profonds 80% d'illettrisme. L'illettrisme, ça ne veut pas dire que je ne sais pas lire du tout, que je ne sais pas écrire non plus, mais ça veut dire que je ne maîtrise pas la langue. Je ne maîtrise pas son écriture, je ne maîtrise pas sa lecture. Donc évidemment, quand on ne maîtrise pas une langue, ça veut dire qu'on ne peut pas choisir non plus son métier. Parce que très rapidement, on se retrouve en échec scolaire et donc on se retrouve sans diplôme. Et aujourd'hui, il faut des diplômes. Voilà, il en faut. Voilà, donc 80% d'illettrisme, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, Facebook, etc., l'information circule enfin parmi les sourds. C'est vraiment très récent. Très récent. Ça, c'est extraordinaire pour eux. Mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas accès à la culture parce que on ne savait pas lire. Enfin, la lecture est très compliquée, notre français est très compliqué pour eux, depuis qu'on ne passe plus par la langue des signes. Alors, je reviens un petit peu à l'histoire des sourds cette fois-ci. Il y a ce 80% d'illettrisme en France, et qui est toujours présent, avec seulement 10% de jeunes sourds profonds, qui continuent les études supérieures, donc c'est très peu. C'est lié à leur histoire, et c'est lié en grande partie au 19e siècle. Au 19e siècle, il y a eu, peut-être que vous connaissez, en 1880, ce qu'on appelle le Congrès de Milan. Oui. Le Congrès de Milan a eu des conséquences, des répercussions catastrophiques pour les sourds. C'est-à-dire, donc c'est un congrès qui a été truqué sur la surdité, etc., où, au final, on a proclamé l'oralisation. Il fallait que les sourds parlent. Et on a interdit, on a fermé toutes les écoles où l'on signait. Tous les enfants sourds qui étaient eux-mêmes devenus professeurs sourds, qui enseignaient leur propre langue, ont été renvoyés, etc., etc. Ça a été la catastrophe et ça a duré pendant un siècle. Imaginez que pendant 100 ans, du jour au lendemain, on vous interdise de parler votre propre langue, notamment pour nous le français. Imaginez. Donc entre 3-5 générations, on va dire, qu'est-ce qu'elle devient notre langue? Elle meurt. Elle meurt, elle disparaît. Comment? On est coupé du reste du monde, absolument. Et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui encore en France, on ne signe pas tous de la même façon. C'est-à-dire que suite à cette interdiction qui a eu lieu donc, au 19e siècle, eh bien, les sourds, évidemment, même si c'était interdit de signer, ils ont signé en cachette. Ploup, 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 ploup. Seulement, au fur et à mesure des générations, la langue des signes s'est perdue, s'est appauvrie. Et chacun a développé des codes. Voilà. Donc depuis 2005, bien sûr, on repart en fait, donc Paris, Lyon, etc. On retravaille sur une norme
de la langue des signes, et puis finalement chacun continuera à parler avec son accent régional. Voilà. Mais on part pour une norme notamment pour les examens, les concours, etc. Que ce soit au niveau administratif, aussi au niveau juridique, médical. Donc ça c'est important. En revanche, et je reviens encore, cette fois-ci, on arrive au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, en 1760, il y a un personnage qui est vénéré chez les sourds. Ce personnage, c'est l'abbé de l'Épée. Hein, vous en avez parlé. L'abbé de l'Épée, 1760. Il a fait des choses extraordinaires, effectivement, pour les personnes sourdes, même si lui-même, en fait, ne maîtrisait pas forcément la langue des signes. Mais c'est le premier à avoir créé une école, et notamment pour les enfants défavorisés. Ça ne se faisait pas. Donc, une école où l'on signait, où l'enseignement passait par les signes, par la gestuelle. Voilà. Donc, bien sûr, ça a permis à la langue des signes de se développer. Et à partir de lui, bien sûr, il a servi de modèle. En France, quantité d'écoles se sont ouvertes, où l'on signait sur son modèle. Et à partir de là, tous les sourds savaient lire et écrire. Il avait créé une méthode qui, manifestement, a fonctionné. De la même façon, on est venu d'Autriche, de Vienne, etc., s'inspirer du modèle de l'abbé de l'Épée. On est venu s'inspirer, bien sûr, des États-Unis, etc. On est venu, notamment Thomas Gallaudet, est venu s'inspirer du modèle de l'abbé de l'Épée, même si l'abbé de l'Épée est déjà mort. Voilà, donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire chez l'abbé de l'Épée, c'est que c'est également un des premiers à avoir reconnu qu'il existait une pensée, c'est-à-dire une intelligence, la possibilité de raisonner, de réfléchir. Donc il existait une pensée avec les gestes, que les gestes pouvaient exprimer cette pensée. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on estimait que celui qui ne parlait pas, on associait en fait l'intelligence, en fait la pensée, à la parole. Donc celui qui ne parlait pas était considéré comme stupide. Et il n'avait pas le droit d'être instruit, à l'instruction. Voilà. Donc l'abbé de l'Épée est vraiment le premier à avoir reconnu qu'il existait une pensée indépendamment du langage oral. Ça c'est fondamental. Pas le premier, ce n'est pas le premier, c'est quand même... Mais il a vraiment insisté sur cette idée. Et il s'est toujours battu pour cela, avec cette idée-là, pour les sourds. Voilà. Donc ça nous a permis bien sûr d'avoir une autre vision des sourds. Alors les sourds, toute cette période, hein, pendant un siècle quasiment, jusqu'en 1880, ont une période riche, accès à la culture, accès de choisir son métier, pouvoir faire tous les métiers possibles. Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'a plus été le cas après, et ce qui n'était pas le cas avant l'abbé de l'Épée. Mais c'est lui qui a appris à signer. Non, l'abbé de l'Épée, non, ne savait pas, bien sûr, il a appris les gestes, les signes avec ses élèves. Mais ce n'est pas lui qui, au départ, a appris à signer. Ce sont les élèves entre eux. Et lui, en fait, faisait un cahier, il répertoriait en fait tout le vocabulaire, etc., pour les utiliser. Mais ensuite, lui, en réalité, il a créé ce qu'on appelle les signes méthodiques. Les signes méthodiques, ça a été des signes, à partir notamment de la dactylologie. La dactylologie, c'est clair pour tout le monde, je ne sais pas. L'alphabet. Voilà, c'est l'alphabet gestuel. Bon, je l'ai, s'il y en a qui... Hein, je ne sais pas si on aura le temps, mais... donc c'est l'alphabet gestuel, A, B, C, etc., etc. Et donc il passait notamment par la dactylologie ou par les signes, hein, ou la gestuelle, pour leur apprendre à écrire et à lire. Et comme notre langue est difficile, les signes méthodiques lui permettaient aux sourds de comprendre ce qu'est un déterminant, c'est-à-dire un article, tout ce qui se place en fait avant le mot, le nom. Par exemple, nous on va dire une maison. En langue des signes, on va dire maison. On n'a pas besoin du déterminant, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres langues. La langue des signes n'est pas la seule. Voilà, donc leur dire, ben là, il utilisait un signe méthodique pour leur dire, ça c'est placé avant maison. Pour la conjugaison. Nous, la conjugaison en langue des signes, si on traduit le verbe, si on passe de la LSF au français, nous on va laisser le verbe à l'infinitif. Parce que notre conjugaison elle est dans l'espace. Présent, là-bas c'est quoi? Futur, et derrière, voilà. Avec bien sûr quantité de nuances. Donc le verbe reste à l'infinitif. Par contre, nous, bah, la conjugaison elle est dans le verbe. Voilà. Et puis de la même façon, comment leur faire comprendre que là, le « et » chez nous, il s'écrit E-T, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, A-I-T, A-U-N-T, je ne sais pas comment encore on peut l'écrire. Enfin voilà, il y a quantité de choses. Il passait par ces signes méthodiques pour leur apprendre.
Voilà. Alors bien sûr, il avait répertorié à partir de ses élèves le vocabulaire, les signes, etc. Mais lui-même, en fait, ne signait pas vraiment. Voilà. Et lui-même, en fait, ne pratiquait pas la langue des signes telle qu'on l'entend aujourd'hui. Donc ça, il faut quand même le savoir. Mais par contre, c'est lui qui a permis d'ouvrir toutes les écoles où l'on signait. D'avoir, pour les enfants sourds profonds, cet enseignement par signes. Donc, accès à la culture par leur langue. Ça, c'est phénoménal. Oui. Comment il a trouvé tous les signes pour faire parler les sourds? Ah ben les signes, il les a repris des sourds eux-mêmes. De toute façon, les sourds, au départ, la langue des signes, elle est visuelle. C'est-à-dire, ben voilà, chez nous, les arbres sont plutôt comme ça. Donc, le sourd, quand on voit un enfant sourd, tout de suite, il va nous... D'ailleurs, déjà, nous, bébé, hein, on va pointer. Ben, l'enfant sourd, vu qu'il ne peut pas s'exprimer ou n'importe quoi, il ne peut pas répéter un mot, et ben, il va faire un code. Voilà. Au départ, c'est un code, au départ, tant que les enfants sont isolés. Et puis, en fait, en regroupant ces codes, parfois, on s'aperçoit que, ah, ben tiens, là, il y a analogie. Voilà. Donc, le vocabulaire se ressemble, etc. Ben, le visage, ben oui, on va le montrer comme ça. Quand on montre un nez, ben, ça, le nez, il est là. Hein. Voilà, des tas de choses comme ça. C'est tellement visuel au départ que ça vient des sourds eux-mêmes, c'est leur langue. Voilà. On dirait qu'on lui a traduit ça. Non, non, pas du tout. Non, non. Et puis, par contre, la dactylologie a été créée par les entendants. Voilà, ce sont les entendants qui l'ont créée pour justement permettre aux sourds de faire des dictées, donc d'apprendre un peu mieux à lire et à écrire. Voilà. C'est que de très extrait alors. En tous les cas, quoi qu'il en soit, donc suite au congrès de Milan, donc interdiction de signer, les sourds complètement mis de côté, oralisation, résultat, en ne passant plus par la langue des signes, aujourd'hui on en est encore à 80% d'illettrisme. Donc ça c'est quand même important, il y a un problème. 21e siècle. Alors je veux quand même aussi revenir, avant de parler des différents types d'appareillage, sur les enfants, quel que soit leur type d'appareillage. Alors, ceci dit, hein, pour les enfants et pour toute personne, que l'on passe par le LPC, donc langage parlé complété, langue des signes, l'oralisation, qu'on soit appareillé, appareil numérique, qu'on soit implanté, tout est bien. Moi je dis que tout est bien à partir de l'instant où c'est fait pour améliorer le quotidien de l'enfant sourd et lui faciliter son intégration. Néanmoins, il ne faut pas oublier, et ça parfois peut-être qu'on a tendance à le faire, c'est que lorsqu'un enfant est appareillé ou implanté, parfois, quand ça marche très bien, il entend et il parle. Mais il n'est pas entendant. Il n'est pas tout à fait entendant. Et il y a une grande différence entre parler, et bien parler, et comprendre. C'est-à-dire que l'enfant, oui, il va être capable de répéter, de s'exprimer, de dire des choses. Mais parfois, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ni parfois le sens des mots qu'il emploie. Et il n'aura pas forcément d'explication. Alors pourquoi il n'aura pas d'explication? Déjà parce que lui-même pense avoir bien compris. Donc il ne va pas poser des questions. Et puis pour nous, c'est tellement évident qu'on ne pense pas lui expliquer. Et c'est en ce sens où la langue des signes est, je crois, très importante quand même pour un enfant sourd. Notamment un enfant sourd profond, hein, j'entends. Parce qu'elle lui permet de comprendre. On va lui expliquer. En langue des signes, on va lui expliquer le sens des mots. Et le sens des mots, c'est pas vrai, on ne l'a pas forcément comme ça. Si on ne demande pas l'explication, ou si depuis tout petit, depuis la naissance, on n'a pas fait des associations d'idées, on ne comprend pas toujours. N'oublions pas non plus qu'un enfant, aujourd'hui, bien sûr, on travaille à ça malgré tout, mais aujourd'hui, il est obligé qu'il soit appareillé, même implanté, puisque bon, de toute façon, il a aussi un appareil, hein, il a un aimant, il a un contour d'oreille, il est obligé de se débrancher pour dormir, mais pour se laver la tête, pour se doucher, pour aller à la piscine, pour aller à la mer. Et là, il redevient sourd. C'est-à-dire qu'il retrouve malgré tout son identité et sa particularité. Il n'a pas tout à fait la même perception des choses que nous. Et ça, je crois qu'il faut quand même en tenir compte. Ça, il faut le savoir et en tenir compte. Parce que sinon, on va passer un petit peu à côté de certaines choses et ce serait dommage. Voilà. Et ça, on ne le réalise pas toujours. Qu'entre parler et comprendre, il y a une nuance.
Hein, quand on perd de l'audition, on peut continuer à très bien parler, mais on ne comprend plus rien. C'est la même chose. Ou on comprend mal. Mais ce n'est pas forcément mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça, je vous en ai parlé. Oui, parce que malgré tout, bon, donc je vous ai dit que la langue des signes avait été interdite quand même au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle est officialisée. Ça ne veut pas dire... Pardon? Ça veut dire qu'il y a des professeurs et instituteurs sourds oui. qui enseignent avec la langue de sourds aux enfants sourds. Oui, oui, ou à des... Oui. Il y en a des spécialisés pour les enfants sourds, et en général, ce sont effectivement des enseignants sourds. Voilà, moi je l'enseigne essentiellement pour les entendants. Ça peut être aussi des sourds, mais bon, moi j'estime que ce n'est pas ma place d'enseigner à des enfants sourds eux-mêmes. Je pense que c'est bien qu'ils aient un référent identique à eux, qui leur ressemble, qui comprennent, qui soient dans la même peau qu'eux. Et tous les enfants sourds comme ça sont pris en charge de la même façon. Pas du tout. Il y a une unité maintenant, ils parlent. Non, aujourd'hui, ah oui, pour revenir bien sûr aux écoles, en fait, alors où vont les enfants sourds? C'est très compliqué. Bien sûr, on parle de plus en plus d'intégration. Mais encore faudrait-il en avoir les moyens. Donc on intègre. Bon, jusqu'en maternelle, primaire, ça va à peu près. Il y a des AVS, auxiliaires de vie scolaire, etc. Malheureusement, parfois, ne sont pas formés à recevoir, d'ailleurs peut-être d'autres handicaps, hein, mais aussi un enfant sourd. Et parfois, cet enfant sourd passe par l'oralisation, mais parfois par le LPC, ou parfois par la langue des signes. Elle n'est pas formée. C'est parfois un peu compliqué. À partir de la 6e, les choses se compliquent, puisque déjà, ils sont en échec scolaire. Alors souvent, ils ont été, après l'intégration, dans des CLIS, des UPI, donc des classes spécialisées dans un établissement dit normal. Voilà, des classes spécialisées où là encore, on va pratiquer soit l'oralisation, soit le LPC, soit la langue des signes, soit un mélange de tout ça. Avec, où on privilégie le français et les mathématiques au détriment de SVT, donc sciences de la vie et de la terre, géographie, histoire, etc. Donc retard. Retard au niveau de la culture générale. Et bien sûr, c'est compliqué tout ça à rattraper. Et à partir de la 6e, les choses se compliquent encore. Après, il y a les instituts spécialisés. Les instituts spécialisés, là c'est pareil, ça va être soit oralisation, LPC, langue des signes, mélange de tout ça. Là, les élèves, les enfants sont internes, ils restent dormir sur place, ils ont tout sur place, c'est-à-dire s'ils ont besoin de l'orthophoniste, et bien sûr ils vont chez l'orthophoniste, au moins 2-3 fois par semaine. Ils ont le kiné sur place s'il y a besoin, les éducateurs spécialisés, ils ont tout sur place. Mais ils ne rentrent pas chez eux. Et ensuite, il y a les écoles bilingues. Les écoles bilingues, il y en a à peu près une dizaine en France. Là, c'est extraordinaire. Enfin, en tous les cas, bon, quand on est sourd profond et qu'on veut cet enseignement, là, ils ont accès à toutes les matières, dès le plus jeune âge. Et bien sûr, tous les cours sont en langue des signes. Et bien sûr, on leur apprend aussi l'écriture, enfin le français, écrit, parler. Non, pas parler. Parler, loin de là, obligatoire. Lecture et écriture. Voilà. Mais donc là, il n'y a aucun retard au niveau de la culture générale. Ils peuvent y avoir accès. Le problème de ces écoles bilingues, c'est que c'est souvent des associations. Ça va en primaire, on se bat pour le collège, et après, il faut que ça puisse continuer. On en est là aujourd'hui. Donc on essaie de se battre pour que ça se développe partout. Et que même ces écoles bilingues également se développent, continuent déjà à survivre, ça c'est important, et puis se développent également au niveau du lycée, l'université, et pourquoi pas. Voilà, en sachant que d'ailleurs, il n'y a qu'une seule université où l'on signe au monde, elle est en Amérique. Voilà, à Washington. Donc ça c'est par rapport à Gallaudet, Thomas Gallaudet. Voilà, parce qu'en Amérique, il n'y a pas eu cette interdiction de signer. Et Thomas Gallaudet, donc, était venu en fait prendre modèle sur les écoles de l'ABTP qui étaient déjà morts, avait repéré Laurent Clerc, qui était un sourd, un professeur sourd, et lui a proposé d'ouvrir une école où l'on signait en Amérique. Laurent Clerc est parti, donc c'est la raison pour laquelle nos signes se ressemblent avec les Américains. Et ils ont ouvert l'école, le collège, le lycée, etc., et l'université.
Voilà, donc ça c'est une belle histoire. Et Laurent Clerc, bien sûr, n'a pas connu l'époque dramatique de 1880 avec le Congrès de Milan. Voilà, voilà. Alors, que vous dire d'autre? Oui. Je trouve que quand on entend mal, il y a une chose où, moi ce qui me perturbe, ce qui me gêne, c'est quand j'entends un bruit où j'ai du mal à le situer dans l'espace. Oui. Je sais pas, ça peut être un danger et par moment on peut être pris un peu de... Surtout quand on traverse la route, on entend un bruit, on ne sait pas trop où le situer. Oui. Ça, c'est une gêne. Oui, absolument. Oui. Et ça, c'est pareil, hein, c'est un travail, justement, notamment lorsqu'on implante, surtout les adultes, parce que les enfants, ça va se faire quand même progressivement, mais lorsqu'on implante un adulte, donc il a décidé, il a beaucoup de séances orthophonistes pour lui permettre de se réhabituer au son, savoir d'où ils viennent, d'où ça vient, etc. On leur réapprend tout ça. Et ça, c'est très long. Ça s'apprend, ça se rééduque. Mais bon, c'est pas évident et c'est très perturbant. C'est très déstabilisant. Oui. Oui. J'ai quelque chose à dire parce que tout à l'heure j'ai entendu le mot maladie et moi ça me choque. Pour oui, moi c'est un handicap et ce n'est pas une maladie, on n'en guérit pas, même si on est opéré, on reste quand même sourd et pour moi c'est un handicap et non une maladie. Oui, voilà. Merci parce que je l'ai entendu et je voulais revenir là-dessus. Oui, la surdité n'est pas une maladie. Hein. Bon, ça peut être effectivement génétique ou des choses comme ça, hein, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas une maladie. Hein. Et vraiment, du jour au lendemain, on peut tous le devenir. Et ce n'est pas une conséquence par rapport à, justement, on a été affecté par quelque chose et l'on devient sourd. Ça peut aussi, suite à un traumatisme, oui. Bien sûr, mais c'est pas une maladie à proprement parler. Hein. De la même façon, c'est pas contagieux, c'est pas... pas du tout. Voilà, donc c'est vrai que oui, le terme maladie, nous, on ne l'emploie jamais. Jamais. C'est un handicap, ça c'est sûr. Voilà, mais c'est pas... C'est une gêne, effectivement. Ça, c'est une gêne au quotidien. Alors, je vais peut-être, maintenant, on va peut-être jouer un petit peu. J'ai une petite question. Oui. Vous pouvez un peu développer sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture? Parce que s'ils ont une syntaxe inversée, comment après la transposition? Parce qu'en fait, ils ont une d'enfants entendants, on est parents sourds, et ils ont des difficultés à l'école, parce qu'au niveau identitaire, ils n'ont pas choisi eux ce qu'ils étaient en fait. Et donc ils ont des difficultés à apprendre. Oui. Sans support visuel, par exemple. Oui, sans support visuel, déjà par la dactylologie. Hein. Et eux sont entendants. C'est pas gênant. C'est pas gênant. La dactylologie, en fait, leur permet, s'ils ont une mémoire qui est plutôt visuelle, ils retiendront mieux les lettres, les reconnaîtront mieux si on utilise la dactylologie, par exemple. Donc on peut les aider. Alors aujourd'hui, en fait, chacun sa méthode, hein, parce que bon, l'abbé de l'épée avait la sienne. Certains ont critiqué d'ailleurs sa méthode. Bon, il n'empêche que tous les sourds savaient lire et écrire. Bon, aujourd'hui, elle ne serait peut-être plus non plus adaptée, hein, mais aujourd'hui, c'est à chacun presque de retrouver sa méthode, effectivement. Mais bien sûr, on peut passer par la dactylologie, mais il doit y avoir quantité d'autres solutions, hein, il doit y avoir plein de méthodes. Voilà, après, il faut voir, parce qu'en même temps, il faut s'adapter aux enfants, il faut... mais la langue des signes, oui, aide. Ça, c'est évident. Oui. Je voulais savoir si c'est mystérieux comme naissance, comme langue. Est-ce qu'on a pu trouver un point d'origine? Et est-ce qu'il y a des études linguistiques comme il y aurait pour les langues parlées, avec des langues souches, racines, et qui après auraient évolué? Est-ce qu'il y a des recherches? Alors de toute façon, oui, bien sûr qu'il y a des recherches. Hein. Et bien sûr qu'il y a plein de travaux qui sont effectués par les linguistes. Mais de toute façon, je crois qu'on a tous commencé par la langue des signes. Déjà, si on remonte au temps de la préhistoire, on ne parlait pas. Donc on communiquait différemment. On utilisait les gestes, les sons. Mais on ne parlait pas. Comment est venue la parole? Pourquoi est-ce qu'on a appelé un arbre? Ça, je ne sais pas non plus. Et là-dessus, bon, je veux dire que bon, je ne me suis pas suffisamment penchée là-dessus. Mais ensuite, bon, donc déjà, imaginons, on est tous partis de là. Donc moi, je poserais plutôt la question inverse, comment est venue la parole? Ça, pour moi, c'est un vrai mystère, plus que les gestes. Parce que... Là, c'est une langue de gestes, c'est pas...
justement, vous disiez il y a une différence entre faire le geste de manger et puis le signe de manger. C'est complètement différent. Manger, oui, non, c'est comme ça. Hein. Celui-ci, non. Oui, non, mais je veux dire, il y a des... Je pense que c'est de la même façon. C'est exactement comme pour les mots. Comment sont venus les mots? Comment ont été créés les signes à proprement parler? Il y a quelque chose, mais ça, je ne sais pas précisément. En tous les cas, c'est vrai que c'est pareil, quand on était tout petit, tout bébé, dans nos berceaux, avant de savoir même parler, je pense qu'on est tous passés par les signes. D'abord, on a été visuel, beaucoup plus qu'auditif. On était auditif, mais on ne comprenait pas les mots. On ne comprenait pas le sens des mots. Hein, ça se fait naturellement, c'est inné, mais ça se fait progressivement. Mais donc, au départ, les petits ils pointent. Parfois, ils font des grimaces. Et puis, bon, c'est presque dommage qu'on leur dise ne fais pas la grimace, parce que c'est comme ça qu'on perd tout doucement nos expressions du visage qui sont si fondamentales. Voilà. Mais après, comment effectivement il est tel mot? Pourquoi nous, on va signer ce mot-là comme ça? Ça, je sais pas. Il y a des études, bien sûr, qui sont faites, hein, mais après ça, je ne les connais pas. Je ne me suis pas suffisamment penchée. Voilà. Alors, on va faire quand même quelques signes. Je ne sais pas, parmi vous, est-ce que beaucoup ont vu la famille Bélier d'ailleurs? Oui. Bon, c'est bien, bravo. Très très bien. Alors, déjà, vous m'avez vu au départ dire bonjour. Bonjour. Très bien. Maintenant, je vais vous faire des signes très simples. Facile. Bon, ceux qui savent, hein, ne disent pas tout de suite pour les autres. Ouais, pouf, on a beau dire. Donc, effectivement, ça c'est travailler. Donc ça fait partie, oui, c'est travailler. Donc, et nous c'est comme ça, travailler. Et donc c'est vrai que ça c'est un vocabulaire qu'il faut connaître, sinon on ne peut pas le deviner. Tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Ça, par exemple. Parler. Non. Échanger. Oh, pas du tout. Non. Ah non, ça c'est chanter. Ça c'est parler, ça c'est échanger. Non, c'est du théâtre. Ça aussi, c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. Sinon, on ne peut pas deviner. Voilà, donc il y en a qu'on peut deviner, il y en a d'autres qu'on ne peut pas deviner. Si je vous fais... Super, c'est beau. C'est bon. Non. Un bisou là, non? Je t'aime. Des bisous là, non? Ça sent bon. Je t'aime. Ça sent bon. Fleurs. Sans fleurs. Ce sont des fleurs. Si ensuite, je vous fais... on va voir ceux qui connaissent. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment ça va? Ça va bien? Oui. Oui? Très bien. Maintenant, on va voir ceux qui ont retenu tout à l'heure. Je vais mettre les lunettes, sinon je ne verrai pas. Un arbre. Un arbre. Ah! Si, la maison. Oh, vous êtes des bons élèves. Super! Si je vous demande la mer. La mer. Pas mal. La mer, oui. La montagne. Comme une maison. Pas mal, pas mal. La montagne. Alors, la forêt. Plein d'arbres. Plein d'arbres. Il y a de ça, mais on va simplifier quand même. On ne se retrouvera jamais dans cette forêt. Hein. La forêt. D'accord. Si je vous demande l'avion, c'est facile. Voilà, c'est un peu grand. Alors, plus petit. Ça fait une oiseau. Un mail indigérable. Hein? Un mail indigérable. Oh, un mail. Un email. Un email. Un email. Un email indigérable. Ça, c'est des nouveaux vocabulaires, ça. On peut, effectivement. Ensuite, on peut dire, par exemple,
Merci au fait. Merci. C'est comme bonjour. Voilà. Presque. En fait, bonjour est légèrement plus haut et merci légèrement plus bas. L'heure. Ah oui, en même temps je gagne. Parce que bientôt ça va fermer. Donc, oui, pour... alors en même temps, comme je dis, c'est pas grave pour bonjour. Parce que quand on rentre dans une pièce, on va pas commencer par dire merci. Et lorsque je vais vous donner quelque chose, vous n'allez pas me répondre bonjour. Donc, voilà. Donc ça, voilà, c'est quasiment pareil, effectivement. D'accord. Donc, oui, on va manquer de temps. Le soleil, juste, le soleil. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on a eu les deux. Hein. Aujourd'hui, il y a eu du soleil. Il y a eu de la pluie aussi. Voilà, très bien. Et puis, donc ça vous l'avez vu. Bon appétit au fait. Alors, soit c'est sur la table. Bon appétit 2 fois, soit bon appétit, si je suis debout. Je suis sourd, il faut quand même que je vous montre le signe de surdité, vous m'avez vu le faire. Moi, avec l'index, sourd, oreille-bouche. Et je suis entendant avec un V, et c'est le majeur qui va toucher le lobe de l'oreille 2 fois en arrière. Voilà. Bon. Je suis désolée, mais la médiathèque va devoir fermer, peut-être une autre fois, pour continuer un petit peu tout ça et cet apprentissage. Je vous remercie beaucoup, et puis j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus qu'en arrivant. Je ne sais pas. Merci à tous. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.